Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Aurélie Chaden, maroquinière. Avec Aurélie, nous parlons de changement d'orientation, de besoins de diversité et d'opportunités saisies. Aurélie est une maroquinière 2.0 qui utilise la découpe laser et les pliages pour ses créations. Elle nous raconte son rapport à sa marque et comment elle réussit à trouver son équilibre. Vous entendrez parler de voyage, de graphisme et de bouffées d'oxygène. Et j'espère que vous terminerez cet épisode comme moi, avec le sourire. Belle écoute! Bonjour Aurélie et merci de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, Aurélie ? Alors moi, donc, je viens du nord de la France. Je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Mouvaux à côté de Lille, où j'ai passé toute mon enfance et adolescence jusqu'à mes 18 ans. Je suis originaire d'une famille de couturières, ce qui est assez important parce que en fait, ça forme, puisqu'on est 4 générations de couturières. À 18 ans, j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et je suis partie faire mes études en Italie. En Sicile, où j'ai fait les Beaux-Arts en Sicile. De là, je suis partie faire mes études à Bologne pendant 5 ans aux Beaux-Arts. Après quelques passages où je ne savais pas trop quoi faire, j'ai quand même trouvé la voie dans laquelle je m'épanouissais le plus. J'ai fini mes études à Hong Kong avec un échange overseas où je suis restée 1 an et juste avant de partir de Hong Kong, j'ai fait une petite blague à ma prof avec qui je travaillais très souvent et je lui ai dit que si elle avait besoin d'une assistante, elle pouvait m'appeler. Elle m'a dit c'est très bien, j'ai un projet pour toi, tu peux revenir dans 3 semaines. Et donc je suis repartie à Hong Kong pour travailler sur un projet sur les techniques traditionnelles chinoises et contemporaines. Et puis, suite à une petite rupture amoureuse, je suis rentrée en France. Et c'est là où, dans la déperdition totale, je me suis lancée dans la maroquinerie. Et ce qui, au final, a plutôt été positif. Et donc voilà, donc maintenant, ça fait 5 ans que j'ai ma marque et que je fais ça. Quand tu parles des techniques chinoises, c'est les techniques de quoi ? Alors, il y avait des techniques de tissage, des techniques de broderie, des techniques de batik. Donc je me suis promenée dans les campagnes, dans le Yunnan, pour aller voir tout ça, pour aller filmer aussi tout ça. Et donc j'ai recollecté toutes ces informations qu'on a retranscrites sur un site internet qui était pour l'école. Et ensuite on a filmé les nouvelles technologies qui à l'époque étaient très novatrices, qui était la découpe laser. C'est d'ailleurs comme ça que j'en suis venue à la découpe laser. Et on a filmé tout ça et voilà, et ça a été collecté et mis sur un site internet. Donc ça fait maintenant 5 ans que tu es maroquinière. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton travail de maroquinière ? Moi je fais principalement de la maroquinerie pas tout à fait traditionnelle, dans le sens où je découpe au laser mes pièces et ensuite je les assemble avec des rivets pour créer des pliages. Et j'ai une nouvelle collection où il y a une partie plus traditionnelle, mais on va dire qu'elle est quand même un petit peu biaisée dans le sens où je fais par exemple du poincellier, mais c'est du poincellier agrandi à échelle 50 pour pouvoir justement gagner un peu de temps sur les temps de production. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer le poincellier ? Oui, alors en fait c'est une technique de couture qui est une couture main en fait, qu'on fait dans les ateliers type Hermès ou d'autres maisons comme Moana. Sauf qu'en fait là, au lieu de percer avec des outils, en fait je pré-perce avec la machine laser et ensuite j'utilise un fil qui est très gros pour pouvoir coudre en fait le cuir. Est-ce que tu considères que justement toute cette partie Hong Kong, Chine, t'a inspiré tes collections de maroquinerie ? Non, je dirais pas que ça m'a inspirée, dans le sens où les formes et tout ça, c'est pas vraiment lié à ça. En revanche, le parcours que j'ai eu, qui est un peu atypique et qui était un petit peu, je dirais pas tout à fait à 360 degrés, mais quand même, fait que oui, tu vois, ça me pousse à aller vers des choses un peu nouvelles et à toujours rechercher des techniques ou des motifs ou des techniques qui pourraient faire en sorte que ce soit un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Okay. Donc je dirais que c'est plutôt en ça où ça m'aide en fait dans mon parcours de toujours, parce que j'ai toujours besoin d'aller fouiller vers des nouvelles choses pour pouvoir m'exprimer à travers mes sacs.
Du coup, j'en reviens à la question des inspirations. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire? Alors moi, je suis... Enfin, si tu as raison dans ta question d'avant, en fait, moi j'ai une passion pour les tressages, les tissages, tous ces croisements de fils, mais je pense que c'est quelque chose qui a été... C'est un parcours depuis toujours, puisque comme je viens d'une famille de couturières, j'ai toujours fait... je faisais du point de croix, du tissage, des tapis avec mon grand-père quand on était petit. Et en fait, ça m'a suivi en Italie, et ça m'a suivi aussi à Hong Kong, où justement j'ai retrouvé tous ces process. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça continue et ça perdure. Donc la matière en fait est le principal moteur dans mes recherches. J'ai pas vraiment d'inspiration type forme ou qui vont m'inspirer plutôt qu'autre chose. C'est vraiment la matière en soi qui m'inspire. Et en fait, du coup, je fais des tests et une fois que je commence à tester, après je me dis ah ça j'aime beaucoup, ça j'aime un peu moins. Et du coup voilà, j'écarte, je sélectionne et je refais. Je fais ma petite tambouille. Donc ça veut dire en fait que quand nous, on voit un sac à main sur ton site, Ouais. en fait derrière il y a eu des tests. Oui, il y a eu des tests, il y a eu des tests de découpe, il y a eu des tests de forme, il y a eu, on les a portés, on a essayé de voir, on les a mis avec les autres pour voir si c'était pas trop ressemblant, s'il avait vraiment lieu d'être, on a testé des couleurs, peut-être des fois des finitions différentes qui souvent n'aboutissent pas parce que je reviens sur des choses un peu plus basiques, mais ouais, je fais pas mal de tests. Tu dis beaucoup on. Ouais, parce qu'on est moi-même et tous les... C'est mon gros défaut. Oui, parce que en fait, je suis toute seule à prendre les décisions finales, mais il y a toujours plein de gens qui m'entourent, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire mais oui, je suis toute seule. Et ces gens qui t'entourent, c'est qui? Ici, donc, on est chez Draft, c'est un atelier de formation et d'outils numériques, en fait, dans le sens où ils proposent donc des formations avec Pôle emploi dont une formation qui s'appelle Paris Fabrique. Et également, ils permettent aux gens de pouvoir venir utiliser des machines numériques type découpe laser, CNC ou imprimante 3D. CNC? Alors, c'est une machine qui découpe le bois avec un assistant numérique. D'accord. Donc en fait tu crées ton fichier sur un logiciel qui est transmis donc à l'ordinateur et l'ordinateur passe à la machine et du coup ça te fait exactement la découpe que tu voulais. De la même manière que la découpe laser en fait, sauf que là c'est appliqué au bois. D'accord. Voilà. Et la technique de découpe est différente dans le sens où c'est une fraiseuse et c'est pas un laser. Voilà, c'est un peu technique mais voilà. Et donc c'est pour ça il y a toujours du monde, il y a mon chéri, il y a mes amis, il y a ma famille à qui je demande toujours des conseils. Donc voilà, c'est pour ça que c'est souvent on et pas je. Toi, t'as pas fait L'école de maroquinerie? Alors, par rapport aux études maroquinerie Non. et par rapport aux études de graphisme? Si, ça j'ai fait du graphisme. Ok. Ouais. Parce que je crois qu'on en avait parlé. Justement, tu m'expliquais que c'était le fait que ta sensibilité photo, etc. Ouais. C'était dû au fait que t'avais fait des études dans ça, c'est Oui, ça? ouais, dans l'art, ouais. Ok. En fait, quand j'étais aux Beaux-Arts, alors j'ai un peu traficoté. En fait, en Italie, c'est très bizarre comment on fait ses études. Et donc, tu peux décider des matières. Enfin, à l'époque, tu pouvais décider des matières que tu voulais passer. Donc, tu avais un certain nombre de matières théoriques, un certain nombre de matières appliquées. Et donc, moi, j'ai demandé à faire certaines matières qu'ils m'ont accordé, alors qu'en fait, normalement, tu ne pouvais pas les faire. Mais je suis allée supplier les profs pour pouvoir les faire, notamment le prof de graphisme. Du coup, j'ai pu avoir accès à ça. Et ensuite, quand je suis partie à Hong Kong, comme tu es en Erasmus, tu peux choisir sur toutes les matières proposées par l'école, les matières que tu veux faire. Donc j'ai eu la possibilité de faire du bijou, de la céramique, du web design, du montage vidéo. Hong Kong, ils ont des moyens de malade, clairement. Et donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses là-bas. Et du coup, ça m'a permis de faire vraiment, d'élargir mes compétences en fait. Okay. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai continué à faire du graphisme aussi à Hong Kong. On avait un professeur complètement barré qui nous faisait faire des trucs de fou. Et donc c'était trop bien. Donc c'est pour ça que j'ai une sensibilité avec la photo, le graphisme, le web. J'aime bien toucher un petit peu à tous les domaines. Quand on regarde ton compte Instagram, ton site web, on sent qu'il y a quand même une sensibilité, une appétence. On voit que tu dépasses un peu ce cliché de l'artisan qui n'a même pas de site internet, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors moi je suis mauvaise sur les réseaux sociaux, mais j'y suis quand même. Mais c'est clair que j'adore l'image en fait. Parce qu'au Beaux-Arts on t'apprend à fabriquer des images. Et je pense que c'est
c'est ça qui fait que j'aime ça, en fait, puisque alors, dans le parcours des beaux-arts, les premières années, surtout en Italie, tu crées, tu fais de la peinture, tu fais des œuvres et donc tu crées un objet fini, enfin une œuvre d'art normalement. Et ce qui fait que voilà, tu crées quelque chose d'esthétique. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai continué dans ce sens-là, même si après je me suis dirigée plutôt vers l'objet plutôt que vers l'œuvre d'art, qui pour le coup n'était pas tout à fait n'était pas destinée. Je m'y retrouvais pas trop dans ce parcours-là. Mais voilà, du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai continué. Après, j'ai toujours aimé la photo. Mon oncle est photographe, ma cousine est photographe. Enfin voilà, dans la famille, il y a un petit peu de choses liées à ça. Donc ouais, ça m'a toujours plu. Et donc j'ai continué en fait à faire ça dans ma marque puisque j'aimais ça. Donc voilà. D'ailleurs, c'est toujours un gros dilemme. Est-ce que je fais faire par des photographes ou pas des photographes? J'ai travaillé avec des photographes avec qui j'ai adoré travailler, qui étaient avec Laura, qui était géniale. On a fait des super belles photos, donc c'était trop bien. Mais c'est vrai que c'est un budget, donc du coup, il faut pouvoir le remettre à chaque fois et c'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Bon, du coup, ça me donne envie de rebondir sur la question budgétaire. Tu es maroquinière et que maroquinière? Non. Ah. Alors, je fais pas que ça parce que l'année dernière, j'ai un peu pété un boulon, j'avoue, et je me retrouvais pas en fait juste dans l'artisanat. Il y avait quelque chose qui me manquait et donc j'ai décidé je voulais arrêter ma marque. Et là, tout le monde m'a dit, oula, attention, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux faire ça et tout. Et moi, j'ai dit, mais il y a tellement de choses à faire dans la vie que pourquoi se contenter que d'une seule chose? Et tout le monde m'a dit, oui, mais c'est quand même dommage d'avoir créé ça, d'avoir des gens qui te suivent et tout. Et moi, comme je suis un peu des fois tête brûlée, du coup, je voulais tout envoyer bouler. Et au final, donc j'ai postulé dans des entreprises, j'étais dans les dernières sélectionnées, mais ça ne l'a pas fait. Je pense que du coup, j'ai un karma qui a dit non, 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 attention, l'entreprise, c'est pas pour toi. Et donc, je me suis mis en freelance sur d'autres projets, sur justement de la photo, de la direction artistique, du graphisme. Et en fait, je me suis rendu compte que mon équilibre était là-dessus, c'est-à-dire que j'avais besoin de faire de la maroquinerie, mais également des projets à côté qui n'avaient rien à voir, qui me stimulaient, sur lesquels il y avait des briefs et qu'il fallait répondre aux briefs. Et voilà. Et donc, je fais 50-50. En discutant avec d'autres artisans, j'ai l'impression que c'est assez récurrent, les artisans qui mélangent deux métiers pour ne pas avoir la pression monétaire. Moi, personnellement, je pourrais vivre que de la maroquinerie. C'est juste qu'il faudrait que je fasse des stratégies, il faudrait que j'ai une stratégie différente. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse du B2B, du B2C, que je me développe, que je fasse des prêts à la banque, voilà, que j'ai une expansion qui soit plus large et qui soit dédiée qu'à la maroquinerie. Mais moi, ça, je ne veux pas le faire. Pas parce que c'est pas chouette, c'est juste parce que ça ne me correspond pas. Et que quand j'ai fait ma petite déprime de l'année dernière, en fait, ma remise en question a été: qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Est-ce que tu veux être chef d'entreprise avec des gens qui travaillent pour toi? Parce qu'en fait, si tu veux te développer, c'est difficile de concilier juste artisanat. En fait, à un moment, il faut se développer, donc ça implique d'avoir des gens qui travaillent pour toi. Mais moi, ça, je ne voulais pas, en fait. Je ne voulais pas être chef d'entreprise. Pas dans ce sens-là, pas de devoir manager des personnes, pas de devoir répartir les tâches à la semaine. Ça ne me correspond pas, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire deux choses différentes, qui sont au final un peu quand même liées, mais parce que j'en ai besoin pour mon équilibre mental. Tu vois, pas pour me dire que c'est un... Pas parce que je n'arrive pas à gagner assez d'argent avec la maroquinerie. Je pourrais, franchement, si je me bougeais un peu les fesses, le faire... pas aisément, parce que c'est pas aisé, mais je pourrais le faire. Mais c'est juste que non, ça, j'ai pas envie, en fait. Parce que je suis arrivée à un moment dans la gestion de mon entreprise où j'étais à ce niveau-là, où il fallait que je me développe, voilà, que j'ai des gens qui travaillent pour moi, et j'étais en panique totale, en fait. Et je sentais que c'était pas ce vers quoi je devais aller. Donc, on a des barrières à franchir personnellement, tous. On a un petit travail psychologique, tous à faire sur certaines choses qu'on doit dépasser, mais c'est juste que je ne le sentais pas pour moi, en fait. Je me disais, mais je vais aller dans un truc qui va pas me plaire. Tu vois, comme quand tu dois faire des études et tu te dis, est-ce que je fais ça ou je vais, tu vois, tu dois te spécialiser en médecine et tu dois choisir un peu plus le truc. Bah là, c'était ça. Et en fait, j'ai fait, non, ça c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Moi, j'ai besoin d'être dans la créa et de pouvoir m'épanouir à travers ça. Et en fait,
Par exemple, tu vois, quand je voyais des comptes Instagram, ce qui me faisait fantasmer, c'était pas des comptes Instagram de marques de maroquinerie, c'était des comptes Instagram qui étaient des studios créatifs. Et moi, je lorgnais sur ces comptes Instagram en disant oh, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, en fait, il faudrait peut-être revoir un petit peu les choses. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé aussi un peu de faire ce que j'avais envie dans la maroquinerie et qu'à côté je fais autre chose. Et ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça me permet de m'épanouir et c'est pour ça que mon challenge c'est d'être équilibré dans ma rentabilité et aussi dans mon épanouissement personnel. Parce qu'en fait, ça c'est un peu la clé, je pense, pour les années futures, tu vois, de tout le monde. Et parce que souvent les artisans, malheureusement, effectivement, comme ils arrivent pas très bien vivre, même s'ils font quelque chose qu'ils aiment, au final ça devient quand même assez compliqué. Donc d'où l'épanouissement. Et donc moi j'avais décidé de faire de la direction artistique, du graphisme, de la photo. Et ça me permet vraiment d'être bien avec moi-même, quoi. Quand je bosse sur des projets différents, je suis trop contente. Et ça permet aussi de mieux... Tu vois, c'est un peu comme ta bouffée d'oxygène, quoi. Tu vois, tu as besoin de partir en week-end, bah, tu reviens, tu es mieux pour ton travail dans la semaine. Le fait de faire d'autres choses te permet de faire des coupures, en fait, et de mieux te reconcentrer derrière sur les choses que tu as envie de faire au sein de ta marque. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi, c'est pas une solution de rechange en fait, le choix de faire deux choses différentes. C'est vraiment une volonté. Et comment tu équilibres ton côté pro et ton côté donc double pro en fait, Ouais, et ton pro. Côté perso? On va me dire qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre. C'est un petit peu. On fait des trous, des agendas et on cale les choses, tu vois, pour que ça marche ensemble. Mais ça va, pour l'instant, ça fonctionne. Je croise les doigts pour que ça continue. Mais ouais, pour l'instant, ça va. Après, ça se rejoint souvent, en fait. C'est pas des choses. Enfin, sinon, ça se rejoint, je dis c'est faux, puisque lundi, j'ai travaillé pour une marque de rhum, donc ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même toujours ce côté esthétique et de la production finale de photos ou voilà, de graphisme. Donc en fait, c'est pas complètement détaché. En fait, pour moi, dans mon cerveau, ça fonctionne et du coup, c'est comme ça que ça s'équilibre en fait. C'est l'esthétisme qui va primer sur tout ça. Donc voilà. Et moi, en fait, aux Beaux-Arts, j'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça. Parce qu'en fait, quand tu es aux Beaux-Arts, tu as différentes matières. Tu dois répondre pareil à des briefs de fin de projet. Et donc, tu travailles sur différents projets en même temps. Donc, en fait, mon cerveau a toujours été plutôt conditionné à travailler comme ça. Donc, et ça, dès que je suis sur un projet, j'arrive à switcher et à me dire, ok, là, c'est pas la maroquinerie, je travaille pour ça. Donc c'est pas très compliqué pour moi, en fait. Au contraire, même limite de devoir travailler que sur une seule chose, c'était perturbant. Parce que j'arrivais pas à me dire, mais attends, elle est où la bouffée d'oxygène Alors que là, oui, j'ai ma bouffée d'oxygène. Et donc, du coup, j'arrive beaucoup mieux à équilibrer mon temps. Et même si, bon, mes amis te diront que je n'ai toujours pas réussi à équilibrer mon temps. Mais quand même, pour moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Et en tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux. Donc, pour moi, c'est une réussite. Voilà. Donc j'en viens à la question des projets. Ouais. Quels sont tes projets actuellement et pour le futur? Alors, pour l'instant, je travaille donc avec Weekendoo, avec qui je fais des ateliers, avec qui ça marche très bien. J'ai continué à avoir ma marque de maroquinerie, avec qui je travaille avec des clients, et aussi de la vente directe sur Internet. J'ai des projets en graphisme et en photo, mais bon là du coup je ne peux pas vraiment parler parce que c'est des trucs qui sont toujours un peu confidentiels, donc voilà. Et pour l'instant, on va essayer de faire perdurer les choses comme ça pendant quelques temps et je verrai si je me lasse et comment je veux faire les choses différemment. Mais pour l'instant, comme c'est un bon équilibre pour moi et que c'est quand même assez récent cet équilibre, du coup, je vais essayer de le faire perdurer sans me mettre trop la pression. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà. Sur la partie maroquinerie, est-ce que tu as justement des projets sur lesquels dont tu voudrais nous parler plus particulièrement? Il n'y a pas vraiment de projet dans le sens où là il y a une collection qui s'apprête à sortir, il y aura des nouveautés en septembre, mais il n'y a pas, pour l'instant il n'y a pas de choses complètement démentes, parce que là j'avoue que le temps manque pour pouvoir travailler sur des projets un peu plus foufou, mais ça par contre ouais, ça reste un petit peu dans le coin de mon cerveau, donc le jour où je serai prête et je vais avoir envie de le faire, du coup je sortirai peut-être des produits qui soient plus liés justement à l'expo ou des choses uniques.
Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment d'actualité, en fait. D'accord. Voilà. Plus artistique. Ouais, plus artistique. En relation avec le cuir et... Toujours le cuir, ouais. Toujours le cuir, la découpe laser, toujours. Mais en fait, dans des choses qui sont peut-être moins commerciales. Mais je sais pas encore exactement sous quelle forme. Peut-être liées aussi à la déco. J'avais fait un premier test avec des pots de fleurs qui était assez concluant, mais ma maison s'était transformée en jardin et donc en fait c'était pas possible à gérer. Mais voilà, mais plutôt peut-être des choses comme ça en fait, lier des choses à la déco, le bois, le cuir. Mais voilà, c'est pas d'actualité en fait, c'est dans un coin de ma tête. Je sais que ça fermente un petit peu et voilà, je vais attendre encore un peu, mais c'est pas là ni dans les 6 prochains mois, ça c'est sûr. Si je me souviens bien, ta marque de maroquinerie, tu l'as lancée avec un produit un peu particulier. J'ai pas lancé ma marque avec un produit un peu particulier. J'ai fait de la maroquinerie pendant 2 ans. Et puis un jour, il y a un ami qui est venu, qui m'a demandé une paire de franges pour sa copine. Et qui m'a dit, tu sais, tu devrais en faire. Et c'était vraiment, il y avait personne qui en faisait. Voilà. Et je lui ai dit, mais non, ça marche pas avec ma marque. Et tout. Il m'a dit, écoute, tu as du cuir à disposition. Fais-en 5 paires, ça te coûtera rien, quoi. Au pire, tu les vends pas. Voilà. Et en fait, on a vendu les 5 en 3 jours, en sachant que j'étais dans une mini boutique à Roubaix, au sein de maisons de mode. Mais il y avait pas, enfin, c'est pas à Paris, il n'y a pas des milliards de personnes qui passaient, même s'il y avait de la fréquentation. Et en fait, donc je me suis dit, je vais en refaire 10 paires. Et puis les 10 paires se sont vendues. Et en fait, je me suis dit que c'était bien de refaire pas mal. Et donc on en a fait pas mal. Et là je dis on parce qu'on était vraiment plusieurs à les faire. Parce qu'à l'époque on les faisait à la main. Donc j'avais une copine qui venait faire les petits trous. Mon chéri qui mettait dans des packaging. Ma mère le soir qui faisait d'autres choses. Donc voilà, c'était vraiment collectif. Et donc voilà, ça a très 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 bien marché. On a vendu vraiment beaucoup de paires. Mais du coup j'ai fait que ça pendant 2 ans non-stop, des franges pour chaussures. Et voilà. Donc, mais c'est pas ça qui a lancé ma marque en fait. J'avais déjà ma marque avant. Donc en fait, le retour à la maroquinerie est juste normal en fait. Le produit, comme c'était un produit un peu de tendance, est resté assez longtemps d'ailleurs en vente. Mais voilà, le retour est plus avec plus de sacs et des objets et en fait le suivi normal de la marque. Tu mets combien de temps pour développer un sac à main? Ça dépend. En fait, ça dépend. Il y en a où c'est très clair et donc en fait ça met très peu de temps. Et il y en a où c'est pas du tout clair et ça met beaucoup de temps. Ça peut mettre des semaines parce qu'en fait on fait un premier jet, ça marche pas, on refait un deuxième jet. Et je dis on parce que la dernière fois j'ai travaillé avec ma stagiaire sur cela et on a refait 5 fois le sac carré qu'on voulait. Et en fait il est au point sans être vraiment au point. Donc il va resubir des modifications. Donc voilà, donc celui-là par exemple tu aura mis beaucoup plus de temps. Alors que le modèle phare que d'ailleurs tu as également, qui est le Mia, ça c'est sur un coup de tête. Un soir j'ai fait le fichier, je l'ai coupé et en fait il marchait et voilà. Et j'avais rien à changer dessus et tout était très bien. Donc comme quoi tu vois, il n'y a pas de règle, mais parce que c'était très clair, je savais que je voulais faire ça et donc voilà, ça dépend. Ça dépend de la complexité aussi des attaches, de la couture ou pas de couture. Voilà, ça dépend. Il n'y a pas de règle en fait sur le temps que je mets à développer un objet. Peux-tu nous présenter ton artisanat et notamment les techniques que toi tu utilises plus particulièrement, nous expliquer un peu les termes techniques? Ouais, alors je vais essayer parce que j'espère. Alors donc moi je ne fais pas de la maroquinerie traditionnelle dans le sens où je ne fais pas de poincellier, je ne fais pas de parage, je ne fais pas enfin si je fais de l'encollage mais je ne fais pas de contre-encollage. Voilà, je ne fais pas tout ça. Donc moi ce que je fais c'est que je coupe, j'encolle et je découpe au laser. Donc en fait la principale activité dans mon métier c'est de créer des fichiers en réalité et de paramétrer des machines. Ce qui est complètement différent de la maroquinerie traditionnelle. Et ensuite donc je coupe mes pièces au laser qui sont ensuite assemblées par dérivés. Donc vraiment mon travail c'est ou des coutures comme je l'ai expliqué au tout début qui sont des poinçonniers agrandis mais qui sont pré-percés dans tous les cas par la machine. Donc je ne tape pas à fond sur des marteaux, je n'ai pas les mains en vrac, même si quand même au bout d'un moment tu as mal aux mains, mais voilà, je ne fais pas je fais pas du tout de maroquinerie traditionnelle. Voilà. Par contre j'utilise des belles matières.
Ça, c'est le principal. C'est l'axe principal. C'est que tu peux faire du pliage, mais si tes matières elles sont pas belles, c'est pas joli en fait. Il faut avoir une belle matière pour que ça rende bien au final. Donc voilà. Donc j'utilise des jolies matières. Qu'est-ce que tu appelles une jolie matière? C'est un cuir qui a une tenue, qui a un beau fini, qui va durer dans le temps, qui va pas, qui a un fini naturel. Moi, je travaille principalement avec du tannage végétal. D'une part parce qu'il y a quand même une mesure éco quand même dedans, dans le sens où c'est toujours du cuir d'animal, mais c'est juste que c'est tanné avec des plantes et pas tanné avec des produits chimiques, même s'il y a même si j'utilise quand même des pots avec des produits chimiques, parce que la gamme de couleurs du tannage végétal est réduite puisque tu travailles avec des couleurs plus naturelles. Et pour avoir certaines couleurs quand même, je suis quand même obligée de passer par des tannages avec des produits chimiques. Mais voilà, c'est une matière qui va magnifiquement vieillir, qui va avoir un grain, une patine, voilà. Donc moi j'utilise principalement ça comme matière et je trouve que c'est quand même les plus jolis pots. Après, pour des questions d'entretien, de lumière, de cuir qui change, tous les clients ne sont pas prêts à avoir ce genre de sac et donc tu es obligé quand même d'avoir de temps en temps des sacs avec une autre finition. Mais sinon, la plupart du temps, c'est du tannage végétal. Quels sont les principaux enjeux que tu rencontres aujourd'hui dans ton métier de maroquinière? Les principaux enjeux, c'est être épanoui, la rentabilité, et on va dire que c'est les deux, c'est cet équilibre-là en fait. C'est comment réussir à gagner dignement sa vie sans avoir l'impression de se tuer à la tâche et d'être l'esclave de soi-même. En sachant que je travaille beaucoup, hein, c'est pas du tout, je veux pas faire la fille qui travaille pas beaucoup dans la semaine, c'est pas ça, mais juste trouver cet équilibre là en fait, où tu arrives à gagner quand même, tu arrives à payer ton loyer, pouvoir avoir des projets, et quand j'y projet, c'est avoir un peu de trésorerie pour pouvoir se permettre de faire des nouvelles collections, des nouveaux sacs, pour pas être bloqué en te disant que tu vas pas avoir les fonds pour lancer une nouvelle collection parce que t'as pas eu l'argent pour acheter 4 pots. Voilà, c'est ce qui peut être la réalité de certains artisans en fait. Quand tu vends pas assez, t'as pas de moyens pour pouvoir te renouveler, et te renouveler en fait c'est te tuer des fois un petit peu à petit feu. Donc c'est ça, et donc voilà, c'est l'équilibre entre cette rentabilité là et du coup ton épanouissement personnel au sein de ta propre entreprise. Parce que tu es chef, tu es ton propre chef. Donc si tu envoies bouler ta propre entreprise, c'est toi et toi-même. Hein. Donc voilà, du coup c'est moi, ça c'est mon gros challenge. Comment faire pour être bien avec moi-même et mon entreprise. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir seule dans ton métier de maroquinière? Pas dans mon métier. En fait, je me suis sentie seule vis-à-vis de moi-même. Dans le sens où j'avais pas les clés pour pouvoir continuer à avancer, mais c'était moi, en fait, plutôt que le métier de maroquinière, en fait. C'était plus lié à des questions de comment tu te développes, ce que tu as envie de faire, comment tu veux le faire, puisqu'à un moment, je faisais pas mal de B2B. Donc, B2B, c'est buyers to buyers. Donc, tu vends à des boutiques qui font des marges derrière. Et voilà. Et ça m'a un peu... ça, je me suis sentie seule vis-à-vis des boutiques qui ont du mal à comprendre certaines logiques vis-à-vis de l'artisanat, qui veulent du produit français de qualité, mais qui ne veulent pas mettre l'argent pour. Et voilà. C'était ça. Hein. Ça a été ça, en fait, ce qui était difficile à gérer. Maintenant, il y a des boutiques qui le comprennent très bien et qui sont adorables et géniales, avec qui tu peux collaborer, et c'est parfait. Et il y en a d'autres où c'est plus difficile de travailler, parce que elles voient ton produit comme un produit et non pas comme un produit d'artisanat. Donc voilà, ça a été ça ma difficulté, je pense. Donc toi, on peut te retrouver sur ton site et dans des boutiques? Alors maintenant, plus beaucoup de boutiques. Parce que comme je te disais, en fait, les boutiques font une marge de 2,5. Donc c'est beaucoup. Donc moi, je vends plus beaucoup aux boutiques. Je vends aux boutiques avec qui j'aime travailler, parce que la boutique va être sympa, ou parce que la boutique va représenter quelque chose pour moi qui m'intéresse. Mais du coup, il y en a très très peu en fait. J'ai réduit le nombre de boutiques qui me revendaient pratiquement à néant. Et voilà, j'ai une boutique au Japon et quelques boutiques en France, mais c'est tout. Ah, t'es à l'international. Ah, je suis à l'international. Maroquinière internationale. Ouais. Mais voilà, j'ai vendu, justement grâce aux francs, j'ai vendu
partout dans le monde, j'ai envoyé partout dans le monde. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça qui me plaisait et qui me convenait. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas convenir à d'autres personnes, mais c'était juste moi, ça ne me convenait pas personnellement en fait. J'avais besoin qu'il y ait plus de création et que je ne fasse pas de l'emballage, de l'étiquetage, des factures, des devis, des mails. Voilà. J'avais besoin que ce soit plus. Je préférais moins vendre en fait, mais mieux vendre. Donc c'est pour ça que je préfère garder les choses pour mon site internet, avoir un rapport direct avec le client. Je préfère recevoir des mails de clients qui me disent ah j'ai toujours le sac, je l'adore, ou des choses comme ça, ou même s'il y a par exemple des fois du SAV à faire dessus, mais pouvoir communiquer en fait à travers ce SAV en disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, ou en profiter pour remettre peut-être des fois un petit cadeau parce que justement il y a eu un petit défaut sur le sac et que tu t'excuses. Mais en tout cas ça crée un lien et je trouve que c'est plus sympa que d'envoyer des produits un peu partout. Même si là par exemple tu vois j'avais vendu dans une boutique à Copenhague, le sac s'est retrouvé en Californie et il y a une fille qui l'a vu et qui m'a écrit parce qu'elle voulait le même sac et qu'elle ne le trouvait pas. Donc du coup voilà, ça fait des petites choses qui voyagent comme ça. Donc il y a quand même des avantages, hein. Attention, le réseau du B2B n'est pas complètement à jeter, mais c'est juste que moi ça ne me convenait pas. Donc voilà. Tu avais besoin du contact client. Ouais, moi j'ai besoin du contact client. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose dans ma manière de vendre. Alors, même si en fait au final, quand tu vends sur internet, c'est assez dématérialisé quand même. Mais il y a quand même, j'ai l'impression que c'est plus direct en fait, puisque je n'ai pas des volumes de vente qui sont comme certaines grosses marques peuvent vendre et où du coup c'est géré par un logisticien. Moi, c'est moi qui, quand tu commandes un sac ou une pochette ou n'importe quoi, c'est moi qui va faire le sac derrière et qui va te l'envoyer, te le mettre dans le petit paquet, aller jusqu'à la poste et mettre les choses à la poste. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que voilà, ça crée un peu un lien et je préfère en fait. Est-ce que tu sens que c'est pour ça que tu as une affinité avec l'artisanat ou pas du tout? Je sais pas, parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours aimé travailler les matières. Donc je pense que j'aurais. Enfin, s'il n'y avait pas quand même l'idée de devoir payer son loyer, peut-être que je pourrais rester tout le temps à trafiquer des trucs voilà, dans mon atelier et pas forcément vendre. Moi, j'adore le contact humain et j'adore voilà, échanger avec les gens. Donc, du coup, c'est, j'aime, mais peut-être que s'il n'y avait pas cet acte de vente, ça marcherait quand même. Je sais pas, mais ça, ce serait un peu dans un truc un peu utopique où voilà, tu n'as pas besoin de rentabilité, ce qui n'est pas le cas pour le moment, en fait. Donc, je sais pas trop, mais en tout cas, j'aime faire mon produit et voir des gens repartir avec et être hyper contente d'avoir un sac ou d'avoir même une broche ou voilà parce que ça va parce qu'elles vont dire ah c'est trop bien j'adore et tout. Du coup, ouais. Ça j'aime beaucoup. Comment tu vois l'avenir de ton artisanat en général? Bah là, je pense il y a quand même une prise de conscience qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Quand j'ai commencé, en fait, c'était beaucoup plus difficile d'expliquer les choses. Enfin, les gens étaient encore un peu hermétiques. Maintenant, quand même, il y a une vraie envie de traçabilité sur les produits. Il y a, même si moi, par exemple, je fais quand même des produits qui sont chers, il y a quand même la volonté de mettre plus de budget parce que tu sais qui a fait le sac. Clairement, moi, je sais que quand j'avais ma boutique à Roubaix, au moins 50% de la vente était faite parce que j'avais mon atelier juste derrière et que la personne voyait mon atelier et qu'elle savait qui avait fait le sac. Et ça, je pense que de pouvoir mettre quand même un visage sur quelqu'un qui produit, ça permet aux gens voilà, de se rassurer aussi. Et je pense que c'est bien que ça revienne. Donc moi, je pense qu'il y a quand même un bel avenir pour les artisans demain en termes de production. Euh, Après, ce qui va se passer, c'est que en fait, clairement, là c'est plus un discours écologiste, mais on consomme beaucoup trop, donc c'est comment on va consommer, ce qu'on va pouvoir proposer comme produit. Mais je pense que quand même l'artisanat est au-delà de la consommation de masse et que du coup, ce sera toujours mieux de consommer le sac d'un artisan, enfin on va dire pour moi, ce sera toujours mieux d'acheter un sac chez un artisan que d'acheter un sac dans un truc de fast fashion qui sera du coup pas très cool, quoi. Même si je sais que c'est compliqué pour toutes les bourses et que voilà, on n'est pas tous, on peut pas être complètement exemplaire à 100%. Il
faudrait gagner un peu plus d'argent, mais après, on est quand même dans un truc où tout le monde veut tout le temps, donc du coup, c'est ça qui est aussi un peu difficile à gérer. Mais en tout cas, pour l'artisanat, moi, je pense qu'il y a quand même... il a de beaux jours devant lui, je pense. En tout cas, moi, je le vois au sein de ma marque et des ateliers que je peux faire. Les gens ont de plus en plus envie de mieux consommer, ça c'est sûr. Donc après, oui, il va falloir faire des choix quand on n'a pas un peu moins les moyens. Mais voilà, c'est le seul petit hic qui va se passer. Hein. Mais je comprends très bien parce que même si moi maintenant ça va, j'arrive mieux à en vivre, voilà, je ne gagne pas des milliers et des cents. Donc à un moment, tu fais tes choix et tu te dis, bon alors est-ce que je pars en voyage? Est-ce que je m'achète un sac? Est-ce que je m'achète des chaussures? C'est toujours un peu, ça reste, voilà, c'est quand même des budgets un peu élevés. Donc ça, c'est plus difficile. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à la question, mais... Si, c'est parfait. Sur cette belle parole optimiste pour l'artisanat. Merci beaucoup Aurélie. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Aurélie vous aura inspiré. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous souhaitez interagir, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Histoire d'artisans. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre et à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.